Le plus puissant séisme jamais enregistré à l'est du fleuve Mississippi, survenu il y a plus de 200 ans, n'est jamais terminé, selon certains scientifiques. La plupart des séismes durent de quelques secondes à quelques minutes, et le record officiel jusqu'à présent est un séisme silencieux à Sumatra qui a duré 32 ans. Cet événement de glissement lent a déclenché un séisme massif et un tsunami. Alors, si c'est vrai que le tremblement de terre de New Madrid envoie toujours des répliques, nous aurons un nouveau nom en tête de cette triste liste. Le tremblement de terre a commencé en décembre 1811, par une puissante secousse dans une partie peu peuplée du nord-est de l'Arkansas. On a ressenti les secousses à près de 1600 km de distance à la Maison-Blanche, et les cloches des tours sonnaient à Boston, encore plus loin. Il a même fait couler le puissant Mississippi à l'envers pendant quelques minutes sur de nouvelles cascades formées par le sol déplacé. La ville de New Madrid, dans le Missouri, a complètement disparu dans la catastrophe. La Terre ne resterait pas immobile jusqu'à la fin de janvier de l'année suivante, lorsque les choses sont redevenues sérieuses. Un énorme tremblement de terre a frappé, cette fois près de la jonction de l'Ohio River et des Mississippi Rivers, juste dans le talon de la botte du Missouri. Les géologues pensent que c'était une rupture sur la faille de New Madrid, mettant encore plus de pression sur la faille de Reelfoot toute proche, juste quand les gens pensaient que cela ne pouvait pas empirer. 2 autres semaines de tremblements ont passé, et la faille de Reelfoot a cédé en profondeur sous New Madrid. Dans le Tennessee, environ 24 km au sud de New Madrid, le soulèvement du sol a créé le lac Reelfoot. Des bateaux à vapeur naviguaient le long de la rivière, avec des milliers d'arbres flottants et des hectares de bois déchiquetés par le séisme. À St. Louis, Missouri, qui est à 257 km de distance, les bâtiments ont été gravement endommagés et les cheminées sont tombées à Cincinnati, Ohio, à 644 km de distance. Les gens jusqu'à Montréal, Canada, à plus de 1600 km de distance, ont ressenti le tremblement de la Terre. Les sismologues ont enregistré environ 200 petits tremblements de terre dans la zone sismique de New Madrid chaque année depuis 1974. Certains chercheurs estiment que jusqu'à 30% de ceux-ci étaient des répliques de ces grands séismes survenus en 1811 et 1812. Dans certaines parties des États-Unis, où il n'y a pas beaucoup d'activité tectonique, ces répliques pourraient continuer à gronder pendant des années, peut-être même des siècles, après les grands séismes. Les répliques sont la façon dont la Terre libère toute cette tension accumulée à partir du séisme principal. Lorsque le sol tremble à cause du premier séisme, il exerce une tonne de pression sur les roches à proximité. Et quand ces roches ne peuvent plus supporter cette pression, elles se fissurent, causant encore plus de secousses, c'est la réplique. Elles peuvent être assez intenses, surtout juste après le séisme principal, mais elles s'affaiblissent avec le temps. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord pour dire que les tremblements de terre contemporains ont un lien avec ceux d'il y a 200 ans. Nous associons principalement les failles à ces lignes où les plaques terrestres se rencontrent. Mais il existe un réseau entier de ces dernières juste sous le centre de la plaque nord-américaine. Ils sont comme des reliques datant de 750 millions d'années, quand l'Amérique du Nord faisait partie d'un supercontinent appelé Rodinia. Lorsque Rodinia a commencé à se disloquer, il a laissé derrière lui ses rifts, des points faibles de la croûte terrestre qui s'étendent en profondeur, sous le Midwest moderne. Cela pourrait expliquer l'activité sismique. Une équipe internationale de géologues a décidé de jeter un nouveau regard sur 3 tremblements de terre majeurs qui ont secoué l'Amérique du Nord et de mettre fin au débat. Ils ont utilisé une nouvelle méthode mathématique appelée le plus proche voisin. Celle-ci stipule que si des tremblements de terre sont trop proches dans l'espace, le temps et la magnitude pourraient être considérés comme des événements indépendants de fond, alors on suppose que l'un a déclenché l'autre. Selon la manière dont vous observez les chiffres, entre 10 à 65% des récents tremblements de terre dans la région pourraient être des répliques de ces séismes historiques. Et un énorme séisme qui a frappé Charleston, en Caroline du Sud, à la fin du 19e siècle, pourrait expliquer jusqu'à 72% des tremblements de terre dans la région depuis lors. Mais tous les endroits ne sont pas les mêmes, donc le débat scientifique continue. En 1774, l'explorateur britannique James Cook remarqua une lueur au loin. C'était le volcan du mont Yassur, à Vanuatu. Ce vilain garçon crache de la lave et des cendres depuis ce temps, et il est fort probable qu'il fait cela depuis bien plus longtemps. Le volcan est en état d'alerte depuis octobre 2016, ce qui signifie que les choses sont vraiment instables là-bas. Ils ont même délimité un rayon de 610 mètres autour du cratère pour maintenir les gens en sécurité.
Il y a eu des éruptions de faible à modérée intensité, projetant des cendres, des gaz et de la vapeur, et quelques explosions plus importantes qui ont propulsé des matériaux hors du cratère. Les images satellites ont détecté quelques points chauds de panache de dioxyde de soufre, montrant que Yassur mijote toujours une grosse tempête là-bas. Stromboli, l'une des îles volcaniques près de la Sicile, détient officiellement le record du monde Guinness en tant que le volcan en éruption continu le plus long. Il a fait un spectacle de feu pendant plus de 2400 ans de suite. Les anciens marins l'ont surnommé le phare de la Méditerranée. La plupart du temps, Stromboli se contente de cracher des éclaboussures. Mais de temps en temps, il fait couler de la lave ou projette des fontaines modérément hautes. Parfois, vous pourriez aussi apercevoir des éruptions provoquées par la vapeur. Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a subi une transformation majeure, avec non pas une, non pas deux, mais 4 éruptions volcaniques massives qui ont changé la donne. Tout cela s'est passé en Vrangellia, un large morceau de terre qui était autrefois un supermassif volcan s'étendant à travers ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique et l'Alaska. Cette activité volcanique aurait pu aider les dinosaures à passer de la taille d'un chaton à celle des géants que nous avons vus dans Jurassic Park. Elle a déclenché une saison de pluie de 2 millions d'années. Elle a rendu le monde entier chaud et humide, et les dinosaures l'ont tout simplement adoré. Les chercheurs ont creusé profondément dans les couches de sédiments sous un ancien lac en Chine pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes clairs de ces éruptions épiques. Il y avait des signatures de carbone montrant d'énormes pics de niveau de dioxyde de carbone, rendant l'atmosphère chaude et la pluie tombant à verse. Tout cela s'est produit en 4 impulsions distinctes, chacune déclenchée par ces monstrueuses explosions volcaniques. Il y a un endroit dans un parc national non loin de Sydney, en Australie, où un incendie fait rage profondément sous terre depuis au moins 6000 ans. On l'appelle Burning Mountain, et c'est un feu de couche de charbon, qui brûle son chemin à travers une couche de charbon sous la surface de la Terre. Une fois que ces feux souterrains commencent, ils sont quasiment impossibles à éteindre. Cette boule de feu mesure jusqu'à 9 mètres de large et est extrêmement chaude. Mais il n'y a pas de flamme, elle couve. Le feu progresse lentement à un rythme d'environ 1 mètre par an. Un agriculteur du coin l'a aperçu pour la première fois au XIXe siècle et a cru qu'il s'agissait d'un volcan. Les gens qui vivent ici depuis des lustres croient que cet endroit est sacré. Ils l'ont utilisé pour cuisiner et fabriquer des outils, et racontent qu'il est né des larmes d'une veuve ou de la torche d'un héros. Mais les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un coup de foudre, ou du charbon qui chauffe comme un barbecue d'été à cause de l'interaction avec l'oxygène. Certains disent qu'il aurait pu brûler depuis avant l'époque où les dinosaures parcouraient la Terre. Personne ne sait exactement combien de temps cette montagne brûlera ou dans quelle direction elle se déplacera. En ce moment, le charbon a suffisamment d'oxygène pour brûler pendant des siècles, voire des millénaires, sans intervention humaine. Le feu chauffe la montagne comme un gigantesque four, la faisant se fissurer et s'effriter, invitant davantage d'oxygène à s'y nourrir. Même si les humains décident d'agir, ces incendies de veines de charbon nécessitent des camions d'eau et d'azote liquide pour les maîtriser. Il y a plusieurs années, des explorateurs ont remarqué que la braise s'approchait d'une falaise surplombant une petite rivière. Et selon ce que la veine de charbon décide de faire ensuite, nous pourrions voir des changements spectaculaires ici dans les décennies à venir. Il pourrait y avoir des flammes avec beaucoup plus de chaleur, où la veine de charbon pourrait s'enfoncer, s'éteindre et s'éteindre. Un séisme de magnitude 15 pourrait détruire complètement la planète et faire s'évaporer toute l'eau en quelques secondes, rendant la Terre inhabitable. Plus d'1 demi-million de séismes sont enregistrés chaque année. Mais aucun n'atteint une telle magnitude. 90% des tremblements de terre se produisent dans la ceinture de feu du Pacifique. Le sol y est comme de la gelée. Il tremble presque constamment. Le séisme le plus puissant qui ait jamais frappé la Terre avait une magnitude de 9,5. Une telle puissance est capable d'allonger ou de raccourcir une journée. Or, il se produit sans doute en ce moment même un séisme tout près de vous, causé par un grain de poussière atterrissant sur une table. Mais sa magnitude est de moins 15. Les tremblements de terre se produisent lorsque les plaques tectoniques se déplacent. Ce sont comme des pièces de Lego mal fixées. Lorsqu'elles se déplacent vers le haut, vers le bas ou se heurtent les unes aux autres, le sol se déplace aussi, ce qui déclenche des secousses. Cette énergie est comme celle d'une batterie.
Elle peut être stockée pendant très longtemps, jusqu'à 500 ans. Lorsqu'elle est soudainement libérée, les conséquences sont terribles. Même les structures les plus solides succombent à cette force implacable qui provoque d'immenses destructions. Dans certains cas, les tremblements de terre peuvent même déclencher des tsunamis, amplifiant le chaos. Une telle puissance peut fissurer et ouvrir le sol et causer des dommages d'une grande gravité. La force d'un tremblement de terre est mesurée par l'échelle de Richter, mais on la mesure aussi par l'échelle de magnitude de moment. Lorsqu'il y a un séisme, nous entendons parler de sa force. Elle est généralement de 1 à 10. Heureusement, nous n'avons pas encore eu de tremblement de terre de puissance 10 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre le plus puissant de l'histoire moderne s'est produit au Chili dans les années 60. Il était d'environ 9,5 sur l'échelle de Richter, et il a modifié la rotation de la Terre et la durée de nos journées de près de 2 millisecondes. Il a également provoqué un tsunami d'une grande violence et affecté une vaste zone de 4000 km². L'échelle de Richter n'a en réalité pas de limite. Cependant, tout ce qui dépasserait les 25 n'aurait pas besoin d'être mesuré, car si cela arrivait, nous nous transformerions tout simplement en poussière, et personne ne se soucierait de mesurer la catastrophe. Comme nous l'avons dit, le tremblement de terre le plus violent avait une magnitude de 9,5. Si cette magnitude avait été plus forte d'un demi-point seulement, cela aurait créé une ligne de rupture de 3500 km de long. C'est presque 7 fois la taille du Wyoming. Un tremblement de terre de magnitude 11 créerait une fissure courant sur la moitié du globe. D'immenses tsunamis frapperaient dans les zones côtières, détruisant tout, et nous connaîtrions une crise environnementale de grande ampleur. Si vous aimez la randonnée, vous auriez alors de nouvelles montagnes à explorer, créées par le terrifiant tremblement de terre. Même la température pourrait augmenter en raison des éruptions volcaniques et des gaz à effet de serre résultant de ce désastre. Notre planète serait comme un four brûlant. Les zones les plus sûres seraient celles qui sont le plus éloignées des villes, des mers, des océans et des montagnes, où les glissements de terrain seraient plus rares. Les pays non préparés aux tremblements de terre seraient totalement détruits, et les villes se transformeraient en tas de décombres et de poussière. Et monter encore sur l'échelle de Richter ne ferait qu'aggraver les choses. Mais rassurez-vous, un tremblement de terre de cette puissance est impossible. La Terre ne dispose pas d'assez d'énergie pour produire de tels séismes. Mais il y a quelque chose qui possède beaucoup plus de puissance et qui peut provoquer des méga-séismes. Les astéroïdes ont suffisamment de force pour détruire notre planète, comme nous le savons bien depuis l'ère des dinosaures. Cet astéroïde faisait environ 10 km de long et a causé d'énormes dégâts sur la planète. Il a déclenché des tremblements de terre qui ont secoué le sol pendant des mois. Ces tremblements de terre étaient environ 50 000 fois plus violents que le fameux séisme du Chili. Et ils ont provoqué un tsunami 30 000 fois plus puissant que le tsunami de l'océan Indien. Pourtant, ce dernier était l'un des tsunamis les plus dévastateurs à avoir jamais frappé la Terre. Les tremblements de terre causés par l'astéroïde en question avaient une magnitude de 11, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus puissante et la plus effrayante jamais enregistrée. Espérons que cela ne se reproduise pas. Le tsunami de l'océan Indien n'a affecté que certaines zones. Le tsunami de l'astéroïde, quant à lui, a affecté la planète entière et ses vagues mesuraient 10 mètres de haut. Même si vous aviez voyagé jusqu'à l'endroit le plus reculé de la Terre, vous n'auriez pas pu échapper à ce cauchemar. Un séisme de magnitude 15 ne serait pas 50% plus fort que le séisme du Chili. Cette échelle ne fonctionne pas comme ça. Il serait environ 100 millions de fois plus puissant qu'un séisme de magnitude de 9,5. Il pourrait faire s'évaporer toute l'eau sur Terre, nous laissant dans un désert immense sans possibilité de survie. Tous les écosystèmes s'effondreraient, toutes les chaînes alimentaires seraient rompues, et probablement seules quelques bactéries ultra-résistantes survivraient à ce fléau. Et ce n'est de là qu'une toute petite partie de la catastrophe qui surviendrait alors. L'océan régule la température de notre planète. Sans lui, la Terre serait super chaude. L'océan sert également de bouclier contre les puissants rayons du soleil. Il absorbe la chaleur et refroidit la Terre. Selon les scientifiques, le plus grave pour nous serait l'impossibilité pour la croûte terrestre de résister aux violentes secousses d'un tremblement de terre de magnitude 15. Si par miracle notre planète survivait et ne tombait pas immédiatement en poussière, il y aurait quand même d'énormes failles dans sa croûte. Le sol deviendrait gélatineux. Il bougerait de manière aléatoire, vers le haut, le bas, la gauche et la droite, et aucun bâtiment ne pourrait tenir. Nous serions renvoyés à l'époque de Stonehenge.
De tels mouvements tectoniques sont extrêmement dévastateurs. Une chose similaire s'est produite au Japon, lorsque les plaques tectoniques se sont écartées d'une 50aine de mètres l'une de l'autre, puis se sont rapprochées, créant un séisme de magnitude 9. Aucun endroit sur Terre n'est à l'abri de ce phénomène naturel qui fait froid dans le dos. Pourtant, certaines zones sont plus susceptibles d'être détruites que d'autres, comme la ceinture de feu, où se produisent 90% des séismes. C'est un endroit où les séismes sont presque quotidiens. La ceinture de feu est située dans l'océan Pacifique. Elle forme comme un anneau le long des continents qui bordonnent le Pacifique. Là, plusieurs plaques tectoniques se rencontrent, et le sol y est extrêmement instable. Pour rendre le problème encore plus terrifiant, 75% des volcans actifs se trouvent dans cette zone. 90% des volcans endormis s'y trouvent également, rendant cet endroit extrêmement dangereux. Les scientifiques surveillent attentivement cette région et cherchent un moyen de prédire quand le prochain séisme frappera. Mais la ceinture de feu n'est pas le seul endroit à risque. En Californie, le long de la faille de San Andreas, 2 plaques tectoniques ont accumulé de l'énergie pendant plus de 200 ans. La faille de San Andreas s'étend sur 1150 km et pourrait causer un puissant tremblement de terre. Les gens de cette région ont très peur des séismes. Celui de San Francisco en 1906 a marqué les esprits. Il avait une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Les prédictions des scientifiques sont effrayantes. Ils disent que la probabilité d'un tremblement de terre de magnitude 6,7 est très élevée dans la région. Si tout commence à mal tourner, il vous faudra savoir quoi faire. Évitez tout ce qui peut vous tomber dessus. Fenêtres, placards et plafonds instables. Les experts ont l'habitude de dire que dans de telles circonstances, il faut se baisser, se couvrir et s'accrocher. Restez près du sol. Cachez-vous sous quelque chose de stable et ne bougez pas jusqu'à ce que les secousses cessent. Restez même sous votre abri pendant 2 minutes de plus, au cas où il y aurait des répliques ou des chutes de débris. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Si ça sent le gaz, n'allumez pas les lumières et ne faites rien qui pourrait l'enflammer. Restez fort et gardez courage. L'événement s'est produit en Islande, le vendredi 19 mars 2021 à 20h45. À environ 30 km au sud-ouest de la capitale, la roche en fusion a soudainement fait irruption à la surface depuis les entrailles de la Terre. Des jets de lave brillantes ont ensuite illuminé le ciel nocturne. Le volcan de cette vallée s'est enfin réveillé après un sommeil profond de près de 800 ans. On divise généralement les volcans en 3 catégories, actifs, dormants ou éteints. Environ 1900 d'entre eux sont considérés comme actifs autour du globe. Cela signifie qu'ils sont entrés en éruption dans un passé récent et qu'ils le referont probablement dans un avenir proche. Les volcans dormants ne sont pas entrés en éruption depuis longtemps, mais ils pourraient le faire dans le futur. On peut dire qu'ils sont en quelque sorte endormis. Quant aux volcans éteints, ils n'ont pas montré de signes d'activité depuis plus d'1 million d'années. L'éruption islandaise n'a pas été très explosive. Et tout cela s'est produit à 15 km de la ville la plus proche, donc tout le monde était parfaitement en sécurité. Beaucoup de curieux sont même venus voir le phénomène de près, tandis que d'autres visiteurs courageux ont essayé de faire frire des œufs et du bacon sur la lave. Celle-ci peut atteindre plus de 1250 degrés Celsius. Elle brûle tout sur son passage. Pourtant, elle produit aussi certaines des terres les plus fertiles pour l'agriculture. Cette éruption a produit une quantité relativement faible de lave au début, mais elle s'est répandue dans la vallée dans plusieurs directions, formant une sorte de bouclier qui ne cesse de s'étendre. On ne peut jamais vraiment prédire la vitesse d'une coulée de lave avant de la voir. Tout dépend de l'épaisseur de la lave et de la pente de la montagne. La lave peut s'écouler lentement, à environ 6 mètres par minute, une fraction de la vitesse moyenne de marche d'une personne. Ou bien elle peut dévaler à une vitesse de 48 km/h, ce à quoi même l'homme le plus rapide du monde ne peut échapper. Mais la lave n'est même pas l'émanation la plus dangereuse des volcans. Ce sont les gaz toxiques qui s'échappent de l'éruption. Ceux-ci se propagent plus vite et plus loin que la coulée de lave. Heureusement, dans le cas de l'Islande, le vent a poussé ces gaz loin des zones résidentielles. Les scientifiques n'ont pas été surpris par l'éruption de ce volcan. Ils savaient qu'elle allait avoir lieu. Des tremblements de terre de plus en plus forts secouaient cette région depuis 15 mois. On y a recensé 50 000 séismes rien que dans les 3 semaines qui ont précédé l'éruption. Ça fait plus de 100 par heure.
Le volcan est actif depuis mars et les géologues disent qu'il pourrait y avoir des semaines, des mois, des années, voire des décennies d'éruptions constantes dans la région. Le mont Shasta fait partie des 5 volcans les plus dangereux des États-Unis. C'est pourquoi les géologues le surveillent de près. Sa dernière éruption remonte à l'an 1250, soit il y a bien longtemps, mais ce volcan entre en éruption tous les 600 à 800 ans. Ce qui veut dire que, tic-tac, on attend la prochaine d'un jour à l'autre. À environ 1 heure de Portland, dans l'Oregon, se trouve un volcan actif dont la dernière éruption remonte au 19e siècle. La prochaine fois qu'il entrera en éruption, les scientifiques pensent qu'il produira de plus grandes quantités de cendres et de poussière. Cela pourrait provoquer des pannes d'électricité et rendre l'eau impropre à la consommation dans la région. Mais les experts font très attention au mont Hood. Ils seront en mesure de lancer de nombreux avertissements pour que les gens puissent réagir à temps. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est en éruption presque constamment depuis 1983, ce qui en fait aussi l'une des plus longues éruptions connues sur Terre. C'est pourtant le volcan terrestre le plus jeune d'Hawaï. Les volcans peuvent mettre des milliers d'années à se former, mais d'autres peuvent surgir pratiquement du jour au lendemain. Un volcan au Mexique est entré en éruption au beau milieu d'un champ en 1943 et a commencé à grandir à partir de là. En l'espace d'1 an, il mesurait près de 457 mètres de haut. Lorsque les éruptions ont finalement cessé 9 ans plus tard, le mont avait atteint une hauteur de plus de 2804 mètres. Le mont Fuji est un symbole du Japon. La dernière fois qu'il est entré en éruption, c'était en 1707. Et il a envoyé une pluie de roches brûlantes jusqu'à 100 km de distance. Si une éruption similaire se produisait aujourd'hui, Tokyo se trouverait dans ce périmètre. Le mont Fuji se trouve juste sur le cercle de feu, cette région en forme de fer à cheval dans l'océan Pacifique, pleine de volcans actifs et de tremblements de terre. D'un bout à l'autre, il fait presque 40 000 km de long. Il pourrait s'enrouler tout autour de l'équateur. En janvier 2020, le volcan Taal, aux Philippines, a commencé à cracher de la lave, envoyant d'énormes panaches de cendres à 800 mètres dans le ciel. L'éruption a même déclenché un phénomène rare, un orage volcanique. C'est lorsque le nuage de fumée au-dessus d'un volcan produit ses propres éclairs. Les risques de tsunami volcanique étaient également élevés. Ceux-ci sont généralement causés par des mouvements tectoniques qui se produisent à cause de l'activité volcanique. Le Taal est entré en éruption plus de 30 fois au cours des 450 dernières années. Ce volcan en Équateur est entré en éruption pour la dernière fois en 2016. Les scientifiques pensent qu'il pourrait montrer des signes avant-coureurs de magma en mouvement. Il s'agit d'un stratovolcan actif, un type spécifique en forme de cône avec des côtés abrupts. Il se forme à partir d'une lave collante qui ne s'écoule pas si facilement. Cette lave fait le tour de l'évent, se refroidit et s'empile sur elle-même pour former ses parois abruptes. Ces volcans sont plus susceptibles de produire des éruptions explosives comme celles que l'on voit dans les films. Ruapehu est le plus ancien parc national de Nouvelle-Zélande, une région volcanique merveilleuse où tu peux admirer de près tous ces cratères fumants, ces magnifiques lacs et ces formations rocheuses inhabituelles. Il est entré en éruption pour la dernière fois en 2007 et a connu 10 éruptions depuis le milieu du 19e siècle. Mais les éruptions, les coulées de lave et les gaz toxiques ne sont pas les seuls dangers provenant des volcans. Il y a aussi ce qu'on appelle le lahar, une sorte de coulée de boue volcanique composée de débris. Entre 2 éruptions, la neige fond et un lac se forme dans la caldeira. Si la dernière éruption a apporté de la boue, des cendres et des roches dans le lac, celui-ci devient dangereusement plein. Dans ce cas, seul un barrage temporaire peut le retenir. L'Indonésie abrite le plus grand nombre de volcans actifs au monde, dont un appelé Anak Krakatoa. Cela signifie « enfant du Krakatoa » et son célèbre père n'est pas loin. Un énorme tsunami en 2018 a partiellement réveillé Junior, une idée effrayante puisque papa a été responsable de l'une des plus puissantes éruptions jamais vues sur cette planète en 1883. Le boom du Krakatoa a été le son le plus fort jamais entendu. Des témoins situés à plus de 3000 km de distance ont pu entendre l'explosion. L'onde sonore a fait 7 fois le tour du globe et les scientifiques disent qu'il est difficile de prédire les schémas éruptifs de ce volcan. Le mont Yazur, au Vanuatu, est l'un des rares volcans au monde où tu puisses voir un lac de lave. Les touristes s'y rendent même pour jeter un coup d'œil par-dessus bord et voir le lac brûlant et bouillonnant en dessous.
Enfin, sauf quand l'activité volcanique passe au niveau 3 et 4 sur 5. Cela signifie qu'il y a des tremblements de terre plus intenses, des secousses volcaniques ou des éjections de vapeur, de gaz ou de cendres. Dans ce cas, l'endroit est évidemment interdit d'accès. Ce volcan de la République démocratique du Congo possède le lac volcanique le plus actif et le plus grand du monde. Et toute cette lave est exceptionnellement fluide, ce qui signifie qu'elle se déplace plus vite et plus loin que celle qui s'échappe de la plupart des volcans. Il ne fait certainement pas partie des plus grands, mais l'Erta Alley en Éthiopie est unique car il possède un lac de lave quasi permanent, ce qui est plutôt rare. Les habitants l'appellent la montagne fumante, car son lac de lave provoque souvent des éruptions. Ce volcan se trouve près de la dépression de Danakil, l'un des endroits les plus chauds de notre planète. Le Merapi entre régulièrement en éruption depuis le milieu du XVIe siècle. Ce volcan aide les scientifiques à faire des recherches cruciales sur le fonctionnement des éruptions et sur la façon dont ils peuvent avertir les habitants à temps. Après avoir été en sommeil pendant un certain temps, ce volcan du centre du Mexique a repris vie en 1994. Depuis, il produit d'énormes coulées de boue et de fortes explosions à des intervalles imprévisibles. Dans l'Antiquité, d'énormes éruptions provenant de ce géant ont enseveli des villes et des pyramides entières. Imagine que tu séjournes dans un hôtel et que tu te réveilles avec une vue magnifique sur un énorme volcan couvert de rivières de lave rougeoyante et de nuages de cendres. Lorsqu'il dégage de la chaleur, les visiteurs de cette région du Guatemala en profitent pour y faire griller des marshmallows. L'un des volcans les plus actifs de la Terre se trouve sur une petite île au nord de la Sicile. Le Stromboli connaît des explosions régulières ainsi que de la lave incandescente provenant des vents à l'intérieur de son cratère. Non loin de là se trouve l'Etna, le volcan le plus actif d'Europe et l'un des plus grands volcans continentaux du monde. Au fait, la Terre n'est certainement pas la seule planète avec des volcans. Le plus grand de notre système solaire se trouve sur Mars. Il couvrirait tout l'État de l'Arizona et il est presque 3 fois plus haut que le mont Everest. Alors, ne regarde pas en bas. En Indonésie, un tremblement de terre a commencé en 1829 et a duré pas moins de 32 ans. Il a atteint son apogée en 1861 avec une magnitude d'environ 8,5. Il a été causé par les plaques tectoniques situées sous l'archipel, qui se heurtent lentement les unes aux autres. Les chercheurs ont découvert que le séisme avait commencé à se produire depuis un certain temps, après avoir analysé le corail de la région. Ils ont découvert qu'il était périodiquement exposé à l'air libre. Cela a été causé par ce tremblement de terre progressif qui a déplacé la Terre de haut en bas. Les scientifiques appellent ce tremblement de terre silencieux qui dure des décennies, des événements de glissement lent. Un seul éclair peut réchauffer l'air à environ 30 000 degrés Celsius. La chaleur conduit l'air à se dilater rapidement, créant une onde de choc ou un boom que nous connaissons sous le nom de tonnerre. Il y a près de 3000 milliards d'arbres sur Terre. Cela signifie qu'il y a environ 422 arbres pour chaque personne. Avant l'arrivée des humains, le nombre était plus proche de 6000 milliards. Près de 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, dont la profondeur moyenne est d'environ 4 km. 97% des volcans de la Terre se trouvent sous l'eau, ainsi que la dorsale médio-océanique, une chaîne de montagnes massive qui fait plus de 64 000 km de long. Les humains ont extrait environ 190 000 tonnes d'or de la planète. Les experts prévoient qu'il en reste environ 20% à extraire, mais cette estimation est constamment sujette à changement. Le plus grand volcan actif du monde se trouve à Hawaï. Appelé Mauna Loa, il se trouve à plus de 4 km au-dessus du niveau de la mer. Étant donné que la majeure partie du volcan est sous l'eau, son sommet se trouve à une distance stupéfiante de 17 km de sa base, soit l'équivalent de plus de 160 terrains de football. La température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre a été de 58 degrés Celsius. Elle a été enregistrée à El Azizia, sur le territoire de l'actuelle Libye, le 13 septembre 1922. Et la température la plus basse a été enregistrée à la station russe de Vostok en 1983 avec moins 90 degrés Celsius. La Terre est la 5e plus grande planète du système solaire derrière Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Sa circonférence est d'environ 40 000 km et il faudrait à une personne environ 8 300 heures pour en faire le tour à pied. La séparation entre les continents rendrait cependant une telle expédition presque impossible. Il faut 365,25 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil.
Comme nos années calendaires ne comptent que 365 jours, nous ajoutons un jour intercalaire en plus tous les 4 ans pour compenser la différence. La Russie est le plus grand pays du monde, avec une superficie totale d'environ 17 millions de kilomètres carrés. Elle couvre plus d'1/8 de la surface habitée de la Terre, mais sa population est relativement faible compte tenu de sa taille. La Terre est la seule planète à posséder exactement une lune. Mercure et Vénus n'ont pas de satellite, alors que toutes les autres planètes en ont 2 ou plus. La Terre est âgée de plus de 4 milliards d'années. Les scientifiques ont calculé ce chiffre en examinant les plus anciennes roches de la planète ainsi que les météorites qui s'y sont écrasées. Ils ont utilisé les météorites car elles se sont formées en même temps que la Terre, lorsque le système solaire se formait. Le sol sur lequel nous marchons est en majeure partie recyclé. Le cycle des roches de la planète transforme les roches ignées en roches sédimentaires, puis en roches métamorphiques et inversement. Comme la Terre, notre Lune connaît aussi des séismes. Ils sont moins fréquents et moins intenses que les nôtres et sont causés par des contraintes de marée. Une contrainte de marée est le rapport entre la force gravitationnelle de la Lune sur la Terre et celle de la Terre sur la Lune. Bien qu'il ne soit que le 5e plus grand continent du monde, l'Antarctique abrite 70% de l'eau douce de la planète et environ 90% de sa glace. Bangkok est la ville la plus visitée au monde, avec 23 millions de visiteurs rien qu'en 2019. Paris, Londres, Dubaï et Singapour constituent les autres villes du top 5. La couche la plus basse de l'atmosphère terrestre s'appelle la troposphère, et c'est elle qui cause les phénomènes météorologiques. La lumière du soleil chauffe la surface de la planète, ce qui fait monter l'air chaud dans la troposphère. Cet air se dilate ensuite et se refroidit lorsque la pression atmosphérique diminue, puis redescend et est à nouveau réchauffé par la Terre. Les récifs coralliens sont les plus grandes structures vivantes de la planète, certaines étant même visibles depuis l'espace. Les récifs coralliens abritent le plus grand nombre d'espèces par superficie de tous les écosystèmes de la Terre, bien plus que les forêts tropicales. Le point le plus profond de l'océan est la fosse des Mariannes. Elle se situe à 11 km sous le niveau de la mer. Les bandes côtières représentent environ 20% du territoire des États-Unis, mais abritent plus de 50% de la population américaine. La Terre n'est pas vraiment une sphère, c'est plutôt une boule écrasée avec un renflement à l'équateur. Ce renflement est causé par la force de rotation de la Terre qui aplatit légèrement les pôles nord et sud. La Terre tourne sur son axe, qui est une ligne droite imaginaire. La planète connaît différentes saisons parce que cet axe est incliné, ce qui fait que les rayons du Soleil frappent plus directement différentes parties de la planète selon la période de l'année. Si le Soleil avait la taille d'une porte, la Terre aurait la taille d'une pièce d'1 centime. La vitesse de rotation de la Terre diminue progressivement, mais cela se produit si lentement qu'il faudrait jusqu'à 140 millions d'années pour que la durée d'une journée passe à 25 heures. Le plus gros animal du monde est la baleine bleue de l'Antarctique. Elle peut atteindre une longueur de 30 mètres et peser jusqu'à 45 tonnes, ce qui correspond à peu près au poids de 33 éléphants. La température au centre de la Terre est à peu près la même que celle de la surface du Soleil, soit près de 5500 degrés Celsius. La Terre est environ 10 000 fois plus vieille que les humains. La Terre est âgée d'environ 4,5 milliards d'années, alors que les humains existent depuis tout au plus 450 000 ans. Il existe environ 34 000 espèces connues de poissons. Le nombre réel est certainement bien plus élevé car 95% de nos océans n'ont toujours pas été explorés. La route 66 aux États-Unis est plus longue que la distance entre la surface de la Terre et son noyau. La distance jusqu'au noyau est d'environ 3000 km, tandis que la route 66 mesure environ 4000 km. La Terre est composée de 3 éléments principaux, la croûte, le manteau et le noyau, lui-même divisé en noyau externe et noyau interne. Les scientifiques ont estimé qu'il y avait environ 8,7 millions d'espèces vivantes sur la planète. Sur ce total, entre 1 et 2 millions de ces espèces sont des animaux. Mais environ 86% des espèces terrestres et 91% des poissons n'ont pas encore été découverts. Les anciens astronomes pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Pendant 2000 ans, ils ont cru que la Terre était statique, tandis que d'autres corps voyageaient en orbite autour de nous. C'est en 1543 que Copernic a publié son modèle d'un système héliocentrique. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Sa densité varie selon ses différentes croûtes, mais la densité moyenne de la planète est d'un peu plus de 5 grammes par centimètre cube. Le mont Everest est le point le plus élevé de la planète. Son sommet est l'altitude la plus élevée au-dessus du niveau de la mer, à environ 9000 mètres. Chaque année, 1 trilliard de flocons de neige tombent sur la Terre. Cela représente 1 million de milliards de flocons de neige.
La neige recouvre environ 31% des terres émergées de la Terre chaque année. Sur toute l'eau de la Terre, seuls environ 3% sont de l'eau douce, tandis que les 97% restants sont de l'eau salée. Sur ces 3%, environ 2% sont prisonniers de la glace et des glaciers. Donc moins de 1% de l'eau douce de la planète se trouve en fait dans les lacs, les rivières et les nappes souterraines. La plus grande étendue d'eau intérieure du monde, autrement dit un lac au sens strict du terme, est la mer Caspienne. Elle a une superficie de 363 000 km². Le lac le plus profond du monde est le lac Baïkal en Russie, qui a une profondeur de 1615 mètres. L'atmosphère de la Terre est composée d'environ 78% d'azote et 21% d'oxygène, complétée par de petites quantités de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et d'autres gaz rares. On pense qu'aucune autre planète ne possède autant d'oxygène, ce qui explique pourquoi la Terre est la seule planète où la vie ait été découverte, jusqu'à présent. En dehors de la Lune, 2 astéroïdes se trouvent en mouvement coorbital avec la Terre. Parfois appelée la deuxième lune de la Terre, 3753 Kruitney est un astéroïde qui semble suivre la Terre en orbite, mais qui poursuit en fait son propre chemin autour du Soleil. 2002 AA29 est un autre astéroïde effectuant une orbite en fer à cheval autour de la Terre, qui l'attire auprès d'elle tous les 95 ans. Tu reçois des amis pour dîner. Tu poses ton verre sur le comptoir et tu vas aider ton ami à apporter les desserts. À ton retour, tu regardes le liquide dans ton verre. Il s'agite et les glaçons ressemblent à des bateaux sur une mer agitée. Et puis, ce tremblement gagne ton corps. Au plafond, le lustre se balance violemment. Puis tu entends quelqu'un crier « Tremblement de terre !» La maison et tout ce qu'elle contient s'agitent d'avant en arrière. Tu essaies de courir pour te mettre à l'abri, mais les secousses t'empêchent d'avancer. Tu as du mal à garder ton équilibre. Les armoires semblent posséder et les verres et toute la vaisselle s'envolent et s'écrasent par terre. Les étagères de livres basculent et tout ce qui est accroché au mur vacille et tombe. Tu te jettes sous la table de la salle à manger en essayant de ne pas te blesser avec toute cette vaisselle cassée. Oui, tu as déjà vécu des tremblements de terre, mais jamais comme ça. Tu vérifies ton téléphone, aucun signal. Tu n'arrives pas à croire ce qui est sur le point de se produire. Des cris s'élèvent autour de toi et soudain la maison s'effondre. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré a eu lieu au Chili en 1960. La catastrophe est survenue dans l'après-midi alors que l'activité humaine battait son plein. Pour causer des dommages graves et irréversibles, il faut une magnitude d'environ 7 sur l'échelle de Richter. Celui-ci était de 9,5. Cette partie du Chili se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, la zone volcanique et sismique la plus active au monde. La secousse initiale a duré environ 10 minutes et après 2 jours, les nombreuses répliques étaient encore suffisamment puissantes pour réveiller un volcan dans le sud du pays. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le tremblement de terre a provoqué une série de raz-de-marée dans tout l'océan Pacifique, certains atteignant plus de 25 mètres de haut. Les vagues et les secousses étaient si violentes que même Hawaï, le Japon et les Philippines furent touchés. Les dégâts s'élevèrent à près d'un demi-milliard de dollars selon le cours de l'époque. De nombreuses personnes se retrouvèrent sans abri. Une grande partie des infrastructures furent détruites. À perte de vue, les bâtiments s'écroulaient et les débris s'empilaient. Les scientifiques estiment que ce tremblement de terre fut si puissant qu'il déplaça l'axe de la Terre, raccourcissant nos journées de 1,26 microsecondes. Cela peut sembler peu, mais réfléchis-y. Une catastrophe naturelle a été assez puissante pour faire bouger le temps. De nombreuses villes côtières furent anéanties et il y eut de nombreuses inondations. Les conséquences sur l'économie furent dramatiques. Selon des études, si ce tremblement de terre se produisait aujourd'hui, il causerait plus de 20 milliards de dollars de dégâts. Alors, que se passerait-il si un tremblement de terre de 2 fois cette force survenait soudainement ? Eh bien, tout d'abord, ces effets se feraient probablement sentir sur une très grande distance. Les raz de marée ne toucheraient pas seulement les côtes du Japon et des Philippines, mais atteindraient la Chine, la Corée, le Vietnam et même l'Australie. Et ces vagues dépasseraient nettement les 25 mètres. Elles pourraient être 2 fois plus hautes. Imagine 8 girafes empilées les unes sur les autres qui se précipitent vers toi. Près de la côte, tu verrais la mer se mouvoir. L'eau se mettrait à refluer et tu verrais l'endroit où vivent les poissons. Et tu saurais alors qu'il est temps de prendre tes jambes à ton cou. Un tsunami serait probablement sur le point de se produire. Imagine que cela se produise vraiment. Tu es pris sous les décombres sans trop savoir ce qui est en train de se passer. Tu parviens à te libérer et à remonter à l'air libre. Et tu n'es pas seul, car toutes les maisons du quartier ne sont maintenant plus que des briques et gravats. Les ponts se sont effondrés et les gens sont bloqués de chaque côté. Tu regardes autour de toi, époussettes tes vêtements et tu cours chercher de l'aide. Des camions de pompiers et des ambulances circulent entre les voitures arrêtées et les décombres.
Tu essaies de rejoindre ta voiture, mais les répliques sismiques continuent et t'empêchent d'avancer. Comme toutes les antennes cellulaires sont hors service, tu ne peux appeler personne. Tes genoux tremblent, mais tu tiens bon. En arrivant à ta voiture, tu vois qu'un rocher l'a écrasé, comme une canette de soda géante. Tu continues à pied et tu gagnes finalement le centre-ville. On dirait qu'un géant s'est mis en colère et a fait tomber tous les bâtiments. Tu avances et tu essaies de trouver de l'aide. Soudain, ton téléphone vibre. Tu regardes et tu vois un millier de notifications relatives à un tremblement de terre de magnitude 20. Tu trembles encore, mais le sol ne bouge plus pour l'instant. Oh oh, tu entends quelque chose au loin et ça se rapproche. À ta droite, tu vois des vagues aussi hautes que des immeubles te foncer dessus. Encore sous le choc et ne sachant pas quoi faire, tu reprends soudain tes esprits. Et tu cours! Tu ne sais même pas dans quelle direction aller. Il y a un tsunami juste derrière toi et devant toi, des bâtiments en ruine avec des pierres et du béton qui tombent encore partout. Attends, il y a un bâtiment encore debout. Tu dois absolument t'y réfugier. Tu arrives devant l'ascenseur, mais il est bloqué. Pas étonnant. Tu te précipites alors dans les escaliers aussi vite que possible, trébuchant sur du verre et du plâtre, mais trouvant à chaque fois la force de te relever. Tu regardes par une fenêtre et tu vois l'eau. Elle est si proche. Tu es presque au sommet. Encore quelques volets et... splash! L'eau pénètre dans le bâtiment et te fait redescendre d'au moins 2 étages. Tu n'y vois pas grand-chose. Pourtant, tu sais que tu dois nager vers le haut. Mais l'eau continue de te pousser vers le bas. Après environ 30 secondes, tu réussis à remonter à la surface et tu continues à grimper jusqu'au sommet. Tu arrives au dernier étage et tu t'effondres sur le toit. Tu es en sécurité, pour le moment. Le raz-de-marée est toujours aussi fort. Il se ferait un chemin dans le centre-ville ravagé. Ton téléphone est maintenant rempli d'eau et complètement inutile. Tu as une vue à 360 degrés de ta ville, couverte d'eau et de débris. Le sol se remet à trembler. Tu te dis que tu vas rester assis là jusqu'à ce que tout soit terminé et qu'un hélicoptère de secours arrive. Mais soudain, une énorme explosion qui te crève presque les tympans vient secouer le sol. Au loin, de la fumée s'élève et bientôt, elle remplit le ciel entier. Son opacité masque le soleil du matin. C'est alors que tu aperçois de la lave jaillir dans les airs et retomber non loin. Se transformant en un fleuve, elle recouvre peu à peu toute la ville. Avec un tel mouvement sismique et la forte intensité du tremblement de terre, les plaques tectoniques du monde entier se sont déplacées et le magma est remonté vers la surface. De la vapeur commence à s'échapper, puis la chaleur te saisit. Tu vois le magma s'étaler sur le sol comme une couverture, dévorant toutes les voitures sur son passage. Le pire, c'est que la lave fait fondre les fondations des immeubles qui avaient résisté au tremblement de terre et au tsunami. Au loin, les bâtiments sont en train de s'effondrer dans la nappe de lave impétueuse qui recouvre ta ville. Un par un, ils s'écroulent tous. Cela signifie... Oh oh! L'immeuble sur lequel tu te trouves vacille lui aussi. Il est sur le point de céder. C'est alors que tu vois la lumière. Tu lèves les yeux et tu aperçois un hélicoptère dans le lointain. Tu agites tes bras, tu cours, tu sautes, n'importe quoi pour te faire remarquer. Et ça marche. L'hélicoptère fait quelques cercles et te lance enfin une échelle de corde. Pendant qu'on te hisse à bord de l'hélico, tu regardes le monde en dessous de toi qui s'agite comme des nouilles dans une passoire. Tu atterris à quelques kilomètres et tu es immédiatement pris en charge par un médecin dans un centre de triage d'urgence. Tu fais partie des chanceux. 1 an plus tard, l'eau du tsunami s'est retirée, la lave a refroidi, mais tout ce magma a profondément modifié les sols et toute la ville a disparu. La catastrophe a plongé le pays entier dans un cauchemar économique qui durera des décennies. Il faut des mois pour répertorier les rues, s'assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques dangereux ou de tuyaux de gaz endommagés. On reconstruit ta ville plus loin dans les terres, à l'écart de son site d'origine. Dans d'autres villes, on reconstruit directement sur les ruines. Dans d'autres encore, on déplace simplement les populations vers des lieux que la catastrophe n'a pas touchés. Tu poses le pied sur la surface de la Lune. C'est dépaysant. Tu te sens clairement plus léger ici, et il est plus facile de marcher. Tu décides de mettre à exécution ce projet qui t'obsède. Sauter comme un cabri sur le satellite naturel de la Terre. Et malgré ton encombrante combinaison spatiale, tu t'envoles littéralement dans les airs. Wouhou! Ok, ça c'est fait. Tu continues ta promenade sur la surface de la Lune lorsque tu ressens quelque chose d'étrange. Le sol sous tes pieds tremble. On dirait qu'un tremblement de terre est en train de se produire sur la Lune. Mais c'est tout simplement impossible, ou peut-être pas.
Surprenamment, ton intuition a vu juste cette fois-ci. Les séismes sur la Lune existent bel et bien. En fait, il existe 4 types de tremblements de Lune qui soient suffisamment puissants pour être détectés à grande distance. Il y a les tremblements de Lune profonds qui se produisent à près de 700 km sous la surface. Il y a ensuite les impacts de météorites. Les tremblements thermiques, eux, ont lieu lorsque la croûte lunaire glaciale se dilate. Ils se produisent lorsque le soleil matinal illumine le satellite après une nuit lunaire frigorifique de 2 semaines. Il y a aussi des tremblements de lune superficiels. Ce sont les seuls qui s'apparentent aux tremblements de terre de notre planète. Ces séismes lunaires se produisent à une profondeur de 20 à 30 km sous la surface. Ce sont les plus puissants et les plus dangereux. Entre 1972 et 1977, le réseau sismique Apollo a enregistré 28 séismes lunaires de ce type, et certains d'entre eux avaient une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter. Sur Terre, un tel tremblement de terre serait assez fort pour fissurer le plâtre et déplacer des meubles imposants. De plus, les tremblements de lune superficiels durent très longtemps par rapport aux tremblements terrestres. Une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Un tremblement de terre moyen, quant à lui, dure généralement de 10 à 30 secondes. Les scientifiques ne sont toujours pas certains des causes des tremblements de lune superficiels, ni même l'endroit exact où ils se produisent. L'une des théories voudrait que ces séismes lunaires se produisent au bord de grands cratères, relativement récents, qui s'affaissent probablement de temps à autre. Il est intéressant de noter que la Lune et la Terre ne sont pas les seuls endroits où des séismes se produisent. Les scientifiques ont enregistré des séismes, des tremblements, des vibrations et des secousses dans d'autres régions de notre système solaire également. Prenons l'exemple de Mercure. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert que cette planète rétrécissait. Et c'est pourquoi elle semble être tectoniquement active. Prenons encore Vénus. Cette planète est un casse-tête tectonique pour les experts. À l'heure actuelle, Vénus n'a pas de plaque tectonique à proprement parler, et il se pourrait qu'elle n'en ait jamais eu. Mais sa surface présente des rides et des failles qui donnent l'impression qu'elle pourrait bien avoir des plaques tectoniques. D'un autre côté, ces caractéristiques pourraient être apparues des suites d'autres processus. L'activité volcanique, par exemple. Mais même si nous n'avons pas encore observé de séismes sur Vénus, les chercheurs pensent qu'ils pourraient les détecter car leurs vibrations produiraient des ondulations dans l'épaisse atmosphère de la planète. Et maintenant, Mars. Nous savons avec certitude que cette planète est sismiquement active. Un module de la NASA a placé un sismomètre à la surface de la planète rouge. Et en 2019, il a réussi à mesurer son premier tremblement de Mars. Par la suite, l'atterrisseur a continué à enregistrer des tremblements, mais ils étaient si faibles que s'ils se produisaient sur notre planète, ils seraient complètement couverts par le bruit de fond des océans terrestres. Mais un corps spatial n'a pas besoin d'être une planète à part entière pour avoir une tectonique active. Prenons Pluton. Cette planète naine est géologiquement active en ce moment même. En 2014, la sonde spatiale New Horizons de la NASA survolait le système de Pluton lorsqu'il a détecté des caractéristiques géologiques complexes sur cette planète naine. Les scientifiques en ont conclu que Pluton pourrait connaître des secousses lorsque son océan d'eau liquide gèle et dégèle sous sa croûte glacée. Les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que les lunes de Saturne, Titan et Encelade, sont également actives géologiquement, en dépit de leur petite taille. Leurs caractéristiques vont des volcans et des panaches d'eau à de potentiels océans souterrains. Et maintenant, je parie que tu ne connais pas ces faits étonnants sur les tremblements de terre qui se produisent sur notre propre planète. Il y a un endroit sur Terre où se produisent 90% de tous les tremblements de terre. Il s'agit de la ceinture de feu qui s'étend autour de l'océan Pacifique, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Amérique du Sud. Ça ressemble plus à un fer à cheval qu'à une ceinture. Quoi qu'il en soit, les experts affirment que ces innombrables tremblements de terre sont causés par l'abondance de volcans dans cette région et par le mouvement constant des plaques tectoniques. Environ 1 demi-million de tremblements de terre se produisent sur Terre chaque année, mais beaucoup d'entre eux se produisent très profondément dans la croûte terrestre, et seul un équipement de pointe peut les détecter. Nous ressentons environ 20% de tous ces tremblements de terre, et seulement 100 d'entre eux causent de réels dégâts. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en mai 1960. Il était d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter et a été véritablement dévastateur. Pendant le tremblement de terre, les sismographes ont détecté et enregistré des ondes sismiques qui ont parcouru la planète entière et elles ont secoué le globe pendant plusieurs jours. Quant au tremblement de terre le plus puissant survenu aux États-Unis, il était de 9,2 et s'est produit en Alaska. À propos, l'Alaska est, avec la Californie, l'État américain le plus exposé aux tremblements de terre et l'une des régions du monde les plus actives sur le plan sismique. Un tremblement de terre de magnitude 7 s'y produit presque chaque année. Un mégaséisme peut en fait raccourcir la durée d'une journée pour l'ensemble de la planète. La NASA affirme que les très gros tremblements de terre peuvent déplacer l'axe de notre planète et, par conséquent, modifier la durée du jour.
Bien sûr, tu ne t'en rendras pas compte puisque ce changement se mesure en microsecondes. Et qu'une microseconde, ce n'est qu'un millième de seconde. Les scientifiques pensent que le tremblement de terre de Sumatra de magnitude 9,1, qui s'est produit en 2004, a raccourci la journée de 6,8 microsecondes. Même les meilleurs spécialistes sont incapables de prédire un tremblement de terre. C'est essentiellement parce que les mécanismes qui engendrent les séismes se trouvent très profondément sous terre. Mais de nos jours, nous avons appris à calculer avec davantage de précision le moment où un tremblement de terre pourrait se produire. Les tremblements de terre peuvent être déclenchés par des éruptions volcaniques ou, à tout hasard, par des impacts de météorites. Mais la plupart d'entre eux sont causés par les mouvements des plaques tectoniques de notre planète. La surface de la Terre est constituée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. La pression augmente lorsqu'elle se déplace, ce qui peut entraîner la rupture de la croûte de notre planète. San Francisco se déplace en ce moment même vers Los Angeles. Et la vitesse de ce mouvement est d'environ 5 cm par an. C'est aussi rapide que la pousse de tes ongles. Cela se produit parce que les deux côtés de la faille de San Andreas, qui est une faille continentale s'étendant sur 1200 km à travers la Californie, glissent l'un sur l'autre. Ainsi, dans plusieurs millions d'années, Los Angeles et San Francisco seront voisines. Les lacs, les étangs et les canaux se réchauffent légèrement et commencent à sentir mauvais avant un tremblement de terre. Cela se produit parce que des gaz sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent. La plupart des animaux ressentent ces signes et modifient leur comportement en fonction. Ainsi, les scientifiques ont remarqué que les crapauds disparaissaient complètement avant un tremblement de terre en Italie en 2009. Mais dès que la catastrophe naturelle s'est achevée, ils sont revenus. Même après la fin d'un tremblement de terre, il se peut que tu vois encore de l'eau s'agiter dans ta piscine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un phénomène hydrodynamique appelé la sèche. L'eau peut continuer à clapoter pendant des heures après la fin du tremblement de terre. La piscine de l'Université d'Arizona, par exemple, a perdu de l'eau à cause d'une sèche causée par un tremblement de terre au Mexique qui s'était produit à 1200 km de là. Le 27 février 2010, un violent tremblement de terre s'est produit au Chili avec une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter. En conséquence, la croûte terrestre de cette région a été déchirée de façon si spectaculaire qu'une ville du nom de Concepción s'est déplacée de 3 mètres vers l'ouest. Un autre tremblement de terre a entraîné le rétrécissement de 3 cm de la plus haute montagne au monde, le mont Everest. Cela s'est produit en 2015 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,5 a provoqué une réduction de plusieurs sommets de l'Himalaya. Les Japonais croyaient que les tremblements de terre étaient provoqués par le Namatsu, un poisson-chat gigantesque vivant dans la boue sous les îles japonaises. Le poisson s'agitait en tous sens, provoquant ainsi une activité sismique. Quant aux anciens Grecs, ils étaient persuadés qu'une puissante divinité marine, Poséidon, produisait les séismes en frappant la terre de son trident dans ses accès de colère. Selon la mythologie hindoue, enfin, ce sont 8 éléphants qui maintiennent la terre en place, eux-mêmes en équilibre sur le dos d'une immense tortue se tenant sur le corps enroulé d'un serpent encore plus grand. Et chaque fois qu'un de ces animaux bouge, un tremblement de terre se produit. L'arbre le plus gros du monde est si gigantesque qu'il s'est vu attribuer le nom de General Sherman. Il se dresse fièrement dans le parc national des Séquoias de Californie, ses branches s'étendant à 84 mètres dans le ciel. C'est presque aussi haut que la Statue de la Liberté. Quant à son poids, si nous pouvions le poser sur une balance, nous aurions besoin de 400 éléphants pour équilibrer le tout. Sa base s'étend sur 11 mètres de diamètre, ce qui serait assez pour y garer 2 berlines bout à bout. La Californie est le dernier endroit sur Terre où ces arbres colossaux poussent naturellement. Pendant l'ère glaciaire, ils prospéraient en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe, mais à mesure que les glaciers ont reculé, les séquoias ont peu à peu disparu. Aujourd'hui, ils prospèrent au long du versant occidental du massif de la Sierra Nevada et s'appuyant sur la fonte des calottes glaciaires pour étancher leur soif. Le General Sherman attire des milliers de visiteurs chaque jour et l'infrastructure du parc est conçue pour répondre à cette affluence. Il n'y a qu'une courte promenade de 800 mètres à effectuer depuis le parking le plus proche pour accéder à ce géant verdoyant. En chemin, une borne de pierre illustre la forme et la taille de la base de l'arbre pour donner aux visiteurs une idée de son immensité. On estime que ce fameux séquoia aurait entre 2300 et 2700 ans et aurait été témoin de siècle après siècle de bouleversements. Il a germé durant les premiers jours de l'Empire romain. Lorsque les colons sont arrivés en Californie à la fin du IXe siècle, ils ont d'abord essayé d'exploiter ces séquoias,
pensant que leur bois était précieux. Cependant, l'effort colossal nécessaire pour abattre ces géants était presque inconcevable pour l'époque. Ils ont également vite découvert que ce type de bois était plus fragile que prévu, et ont donc préféré épargner ces arbres. Quant à son nom, le séquoia le doit au général William Tecumseh Sherman, un célèbre militaire américain du IXe siècle. Non loin du général Sherman se trouve le second arbre le plus massif au monde, baptisé General Grant. Découvert des années avant que le général Sherman ne reçoive son nom, cet arbre a dû relever sa part de défis, à commencer par les incendies. Mais tout comme son homologue, il a survécu, principalement grâce à son écorce épaisse et à son bois de cœur résistant. Pour ce qui est de l'arbre le plus ancien, nous savons depuis longtemps qu'il s'agit d'un pin bristlecone du grand bassin des États-Unis, nommé Mathusalem. Il se trouve également en Californie. Il est là depuis plus de 4800 ans, soit bien avant que les Égyptiens ne construisent les pyramides de Gizeh. L'emplacement exact de cet arbre est tenu secret pour le préserver de tout dommage. Mathusalem et ses congénères poussent en Californie, au Nevada et en Utah, où il est difficile de survivre. La région est froide, le sol est sec et les vents féroces. Mais ces pins robustes ont trouvé le moyen de prospérer en tirant leurs nutriments du sol dur et rocailleux des montagnes. Leurs branches deviennent noueuses et tordues à cause des vents soufflant de toutes parts alors qu'ils atteignent leur maturité. Cela leur donne l'air un peu débrayé, mais c'est une mesure de protection supplémentaire pour ces arbres lors des puissantes tempêtes. Leurs racines alimentent seulement les branches qui se trouvent juste au-dessus d'elles. Ainsi, si une partie des racines est arrachée, seule cette partie de l'arbre en sera affectée. Il y a cependant un nouveau prétendant au titre d'arbre le plus ancien. Au Chili se trouve un cyprès de Patagonie appelé Gran Abuelo, ce qui signifie arrière-grand-père en espagnol. Il pourrait être encore plus vieux que Mathusalem d'environ 500 ans. Cela signifierait que cet arbre a vu se promener des gens depuis l'âge de bronze. Pour déterminer l'âge d'un arbre, nous devons généralement regarder à l'intérieur et en compter les cernes. Pour le Gran Abuelo, cependant, les scientifiques ont utilisé des calculs complexes afin d'estimer son âge. Tous les experts ne sont pas encore convaincus par cette méthode. Quel que soit l'arbre le plus vieux, Mathusalem et le Gran Abuelo ont assisté à de nombreux changements au cours de leur longue existence. Chaque cerne de leur tronc contient des informations sur les intempéries de l'année où il est apparu. Les chercheurs peuvent en apprendre énormément sur le climat passé de notre planète en étudiant ces arbres anciens. L'arbre le plus grand du monde est également interdit aux visiteurs, mais il s'agit d'une mesure de sécurité récente. Son nom est Hyperion, et il se trouve dans le parc national de Redwood, en Californie. Culminant à une hauteur vertigineuse de 116 mètres, c'est un séquoia côtier, plus grand que la longueur d'un terrain de football. Nommé d'après un titan de la mythologie grecque, Hyperion a été découvert en 2006 par 2 chercheurs. Le parc abrite d'autres arbres incroyablement hauts, comme Hélios et Icare, tous deux atteignant également des hauteurs de plus de 110 mètres. La hauteur impressionnante des séquoias de Californie du Nord est due à leur feuillage et au climat de la région. Ces arbres absorbent et retiennent l'humidité du brouillard matinal, et leurs germes favorisent le rétablissement après une blessure, leur permettant de vivre très longtemps. Cependant, leurs racines peu profondes les rendent vulnérables aux dommages causés par les randonneurs. Bien qu'ils détiennent ce record, l'apparence d'Hyperion peut ne pas sembler à la hauteur de tout ce battage médiatique. Il est difficile d'en apprécier la taille vertigineuse depuis le sol, et son tronc n'est pas si impressionnant. Hyperion est actuellement abrité dans une section fermée du parc sans sentier balisé, mais malgré tout, de nombreux promeneurs ont piétiné les environs au fil des ans, endommageant son habitat. De nombreux déchets ont également été retrouvés par le passé. Le parc a récemment publié un communiqué exhortant les visiteurs à éviter cet arbre, sans quoi ils pourraient devoir s'acquitter d'amendes de plusieurs centaines de dollars, ou même se retrouver derrière les barreaux. L'arbre de vie se dresse, tel un symbole de résilience, au milieu des paysages désertiques de Bahreïn. Niché au point le plus élevé du pays, cet arbre ancien défie toute probabilité, captivant les visiteurs par sa présence aussi mystérieuse qu'inexplicable. Il est entouré de dunes arides à perte de vue, au beau milieu du désert arabique.
Et, parce qu'il se dresse seul avec le désert pour toute toile de fond, il déconcerte les botanistes depuis de nombreuses années. Il y a que peu, voire pas de pluie là-bas. Il n'y a pas non plus la moindre source d'eau douce à proximité. En dépit du manque d'humidité, l'arbre de vie prospère envers et contre tout, exhibant son feuillage verdoyant. La manière dont il parvient à survivre dans des conditions aussi difficiles a conduit à certaines des théories les plus étranges. Certains supposent que les racines tala de l'arbre s'enfonceraient très loin dans la terre, atteignant des profondeurs de près de 50 mètres afin d'accéder aux réserves d'eau souterraines. D'autres suggèrent que l'arbre se serait adapté à son environnement, en puisant l'humidité des grains de sable environnants grâce à des mécanismes adaptés. Une autre théorie intéressante est que l'arbre de vie se trouverait sur le site du légendaire Jardin d'Éden et tirerait son eau d'une source mystique. En plus de son importance scientifique et culturelle, l'arbre de vie est une attraction touristique majeure de la région, attirant environ 65 000 visiteurs chaque année. Tout ça pour un arbre. La Pologne a sa part d'arbres dignes d'intérêt, tous rassemblés dans la forêt tordue. Il s'agit d'un groupe de 400 arbres qui se recourbent de manière étrange. Ils possèdent tous une forme similaire, se courbant brusquement vers le ciel pour former un J qui touche presque le sol. Plusieurs théories s'affrontent pour expliquer l'apparence de ces arbres. Certains pensent qu'une forte tempête de neige a pu les recouvrir lorsqu'ils étaient bêtes et jeunes, les poussant vers le bas. D'autres croient que la gravité inhabituelle de la région pourrait avoir affecté leur croissance. Une hypothèse intéressante suggère que les gens qui ont planté ces arbres dans les années 20 aient pu chercher à les courber exprès. Ces formes auraient eu pour but d'accélérer la fabrication des meubles. Ainsi, lorsque les arbres avaient environ 10 ans, on aurait interféré avec leur croissance en leur faisant adopter cette forme étrange. Après la fin du processus de ligature, les arbres seraient restés dans cette position bizarre au cours des décennies suivantes. Quoi qu'il en soit, ce qui est arrivé à un arbre est arrivé à tous les autres, car ils sont tous arrangés de la même manière. L'intervention humaine est donc l'explication la plus probable. Même si tous les arbres de la forêt tordue se ressemblent, avec leurs courbures inquiétantes, ils parviennent toujours à rester forts et sains. Ils se sont adaptés à ces conditions difficiles et, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à continuer à pousser vers le haut. Le désert du Sahara est immense. Il occupe 8% du territoire mondial. Il est plus grand que les États-Unis ou la Chine. Mais étonnamment, le Sahara n'est pas le plus grand désert du monde. C'est le 3e, derrière l'Antarctique et l'Arctique. Mais c'est sans aucun doute le plus chaud. Les températures y avoisinent les 57 degrés. Cet endroit possède certaines des dunes de sable les plus incroyables que vous verrez jamais. Elles atteignent 450 mètres de haut. Mais le hic, c'est qu'il existe un risque réel que ces dunes continuent de s'étendre et finissent par recouvrir la Terre entière. Curieusement, l'influence du Sahara s'étend bien au-delà de ses frontières. Sa poussière, transportée par des vents puissants, se ferait un chemin jusqu'au Royaume-Uni et à travers le continent européen, en particulier en hiver. Cette poussière, qui se dépose sur le sol lorsqu'il pleut, offre un spectacle familier aux Britanniques, dont les voitures sont souvent recouvertes d'un résidu rouge. Ce lien entre le Sahara, l'Angleterre et l'Europe nous rappelle la portée mondiale des phénomènes environnementaux. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas si grave, mais l'Europe pourrait se transformer en désert, avec des sols infertiles et des habitants privés de nourriture. La terre est un élément fondamental de l'existence humaine, tout aussi essentiel que l'eau et l'air. Sans elle, nos paysages seraient mornes et arides. Le désert du Sahara a déjà franchi la Méditerranée, ce qui est inquiétant et pourrait changer le paysage à jamais. 1/5 de l'Espagne a déjà été transformé en désert. La prochaine victime sera l'Italie, également confrontée au problème de la désertification. En fait, presque tous les pays européens sont touchés par ce problème. Selon l'expert Maurizio Sciortino, cette terre qui n'a pas changé depuis près de 2000 ans deviendra essentiellement de la roche, et les gens qui y vivent disparaîtront. 60% de la terre de Moldavie a disparu, et le problème s'étend déjà au-delà de la mer Noire. Il a atteint la Chine et la Mongolie, à des milliers de kilomètres du Sahara. Tout cela entraîne des pertes d'environ 4 milliards de dollars par an.
La menace est si importante que même les Nations Unies ont commencé à mobiliser des ressources pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais. L'Italie envoie de l'aide à l'Afrique pour stopper l'expansion du désert. Si ce processus ne s'arrête pas dans les 10 prochaines années, des millions de personnes seront contraintes de quitter leur foyer. Le désert du Sahara s'étend d'environ 48 km par décennie. Faites le calcul, et vous saurez combien de temps il lui faudra pour recouvrir l'Europe entière. Depuis 1920, le Sahara s'est étendu d'environ 10%. Mais tout espoir n'est pas perdu, car plus de 172 pays se sont unis pour mettre un terme à la désertification du monde. Le Programme alimentaire mondial a pour objectif d'aider à la revégétalisation de la terre qui occupait autrefois le Sahara. Lorsqu'ils ont fait part de leur projet aux habitants de cette grande région, ces derniers leur ont ri au nez en leur disant que c'était impossible. Mais lorsque vous avez un objectif précis en tête, l'impossible devient possible. Si nous retournions environ 5000 ans en arrière, nous trouverions là une belle forêt avec des arbres et une verdure luxuriante. Cela fait 2000 ans que le climat de l'Afrique change, et toute la végétation du Sahara a aujourd'hui disparu. Cette évolution est liée à la rotation de la Terre et aux moussons qui apportent de l'eau à ce continent aride. Mais avec l'aide des scientifiques et quelques astuces, nous pouvons faire revenir tout ce vert et stopper l'avancée du désert. Le fleuve Sénégal sert de frontière entre le désert du Sahara, le Sénégal et la Mauritanie. Lorsque vous observez cette zone depuis l'espace, vous constatez que le désert s'étend bien jusqu'au Sénégal. La végétation, le long des berges du fleuve, est pratiquement inexistante. Les forêts peuvent servir de barrière, elles empêchent les vents d'emporter le sable et le désert de s'étendre. Des efforts ont été déployés pour créer un grand mur vert, et la manière d'y parvenir est assez impressionnante. Pendant plus de 40 ans, rien n'a poussé dans la zone actuellement restaurée, ce qui a poussé les habitants à trouver d'autres endroits où vivre. Et puis on a compris que la terre pouvait être remise en état. Les gens ont été enthousiasmés. Ils se sont engagés à fond et ont appris à travailler le sol et à cultiver des aliments. À l'heure actuelle, plus de 300 km² ont été restaurés et transformés en de nouveaux espaces verts. La région du Sahel est le point de départ de la désertification. Et il est crucial d'établir d'abord un mur vert dans cette zone. La réalisation de ce mur n'a rien de sorcier. Il suffit de quelques mesures simples. Le sol y est littéralement cuit par le soleil et est aussi dur qu'un bloc de béton. Si vous avez déjà versé de l'eau sur du béton, vous savez qu'elle s'écoule. Elle ne reste pas au même endroit. On a donc dû créer des structures en demi-lune capables de retenir l'eau afin que des plantes puissent pousser. Lorsque vous découvrirez le fonctionnement de ces demi-lunes, vous vous direz peut-être « Mais comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt ?» En fait, cette technique est ancienne et a déjà été mise en œuvre au Sahel. Mais le temps passant, les peuples l'ont oublié. Lorsque la pluie tombe, l'eau est recueillie dans ces demi-lunes placées un peu plus bas que le sol, sous les courbes de niveau. Il y a aussi une sorte de talus à l'extrémité de la forme. Il empêche l'eau de déborder. Et au milieu, il y a des plantes. Elles prospèrent, car elles disposent de toute l'eau dont elles ont besoin. Il est essentiel de cultiver des plantes locales qui sont habituées aux conditions difficiles de la région, comme le sorgho et le millet. Ces plantes survivent depuis des milliers d'années et produisent de grandes quantités de biomasse, ce qui signifie que la terre peut être réhabilitée plus rapidement et que les gens auront de la nourriture plus tôt. L'eau qui pénètre dans les demi-lunes ne se perd pas. Elle pénètre dans le sol et alimente les nappes phréatiques. Ainsi, l'eau présente dans le sol ne s'épuisera jamais et les générations futures disposeront d'eau potable. Mais cette technique géniale ne se limite pas aux demi-lunes. Les gens tracent également des lignes pour y planter divers légumes, tels que des tomates. Ensuite, il y a des endroits réservés aux arbres, citronniers et orangers, par exemple. Après une longue et chaude journée, rien n'est meilleur qu'une bonne limonade fraîche. Les arbres protégeront également les sols, et avec un peu de chance, il y aura un jour une nouvelle forêt dans le désert du Sahara. La méthode consiste à suivre la dynamique propre aux forêts. On commence avec de petites plantes, puis on passe progressivement à des plantes plus grandes, plus utiles que les petites. L'objectif, planter plus de 10 000 arbres. En ce moment, de nombreuses personnes quittent le Sahara après la saison des pluies. Elles se rendent dans les villes ou quittent tout simplement l'Afrique. À cette époque de l'année, les villages sont déserts. On n'y trouve que des animaux.
La plupart des gens sont partis. Peut-on le leur reprocher? Personne ne peut vivre dans le sable, où rien ne pousse. Heureusement, grâce à toutes ces anciennes techniques retrouvées, nombreux sont ceux qui, lentement mais sûrement, retournent sur leur terre pour y développer l'agriculture. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'hiver rigoureux, et les plantes poussent 12 mois par an. Les gens peuvent donc disposer de nourriture toute l'année. Les gens sont aussi plus sociables maintenant que les villages se repeuplent. Si ce projet fonctionne, l'Afrique sera sauvée et le monde ne se transformera pas en un gigantesque désert.